Donc voilà, vu ton expérience, tu as pu avoir des centaines d'élèves durant ta carrière. Est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi il y a certains élèves qui décrochent plus facilement que d'autres pendant un cours? Est-ce que tu arriverais à le verbaliser? Salut Michael, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon entretien sur l'engagement des élèves. On va parler ensemble de stratégie, de comment motiver nos élèves à garder leur attention durant nos leçons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton expérience comme enseignant, aussi parler de ton blog? Oui, bien sûr. Bonjour Dominique, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je m'appelle Michael Chevalet, j'enseigne actuellement à Lausanne. J'ai dépassé depuis peu les 25 ans d'enseignement. J'ai eu plus ou moins tous les niveaux pour des périodes plus ou moins longues. Mais là, ça fait ma 7e volée d'élèves de 8 à 10 ans. Donc, en Suisse romande, dans le canton de Vaud, ça fait 5e, 6e année. Et puis, ce que j'aime, c'est progresser avec eux, c'est tout ce qui est les techniques d'enseignement. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes qui les aident à apprendre, puisque apprendre, c'est pas seulement des fiches et du papier, mais il y a un certain nombre d'éléments plus complexes. Et puis, une autre passion aussi, c'est de pouvoir encourager et accompagner les enseignants dans l'enseignement. Je pense que c'est la même chose un peu partout. Il y a énormément d'administration. Il y a de plus en plus d'élèves à besoins particuliers. Et puis parfois des élèves ou des parents, soit violents, soit plus difficiles, disons, à prendre avec soi dans l'enseignement et dans l'éducation des enfants. Donc mon domaine de prédilection là-dessus, c'est plutôt l'administration. J'ai pas mal travaillé, étant donné que je suis à temps partiel en indépendant complémentaire dans tout ce qui est création de contenu. Ça m'a permis de découvrir des spécialistes, alors plutôt pour l'entreprise, qui aident les gens à organiser leur temps et tout ce qui est administratif. Et donc, j'ai mis sur pied une formation que vous pouvez trouver sur le blog qui a pour but d'aider les enseignants à être efficaces dans leur organisation, étant donné que la formation, les centres de formation pour enseignants n'ont pas changé ce volet de leur formation depuis que moi j'étais à l'école normale à la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Et donc tout ce volet de comment est-ce qu'on fait pour gérer son WhatsApp, ses mails, les Teams, les SharePoint et toutes les informations qui viennent de partout, comment est-ce qu'on peut utiliser les outils électroniques, et je parle même pas de l'intelligence artificielle, en fait c'est pas du tout enseigné et c'est absolument nécessaire dans la vie actuelle. Donc ça a été un de mes derniers chevaux de bataille sur ces 3 dernières années. Et puis là je suis en train de terminer une utilisation de Craft. Donc Craft, c'est un carnet de notes un peu comme Notion ou Apple Note ou OneNote qui fonctionne sur toutes les plateformes, et je suis en train de mettre en place un système qui permet justement de faire tout ce que j'enseigne dans un seul outil, y compris préparer son enseignement, gérer ses élèves et toutes ces choses-là. D'accord. Tu pourrais juste rappeler le nom de ton blog pour qu'on puisse te retrouver facilement? Oui. Alors, le site internet, c'est enseigner.org, c'est un peu le centre de tout. Et puis, j'ai un blog qui est blog.enseigner.org, une chaîne YouTube qui est aussi enseigner.org. Et puis, je suis sur Facebook, sur Instagram aussi avec les mêmes noms. Excellent. Donc, juste une précision. Donc, toi, tu as plutôt des élèves de 10-12 ans. Hein. On va plutôt parler en année parce que... 8-10 plutôt, ouais, parce qu'on va parler en année, pas en année, parce qu'il y en a qui nous écoutent du Canada, de Belgique, donc c'est plus simple de parler en âge. Moi, je suis plus focalisé pour les adolescents de 12-15 ans et sur la gestion de classe, mais les problèmes d'attention et d'engagement, c'est plus ou moins les mêmes, quel que soit l'âge de l'enfant, en tout cas entre les âges qu'on a. Donc voilà, vu ton expérience, tu as pu avoir des centaines d'élèves durant ta carrière. Est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi il y a certains élèves qui décrochent plus facilement que d'autres pendant un cours? Est-ce que tu arriverais à le verbaliser? Alors, sous forme de boutade, mais c'est une réalité pédagogique, je vais reprendre une phrase de Jean-Philippe Lachaud. Donc Jean-Philippe Lachaud, c'est Atoll en France, donc c'est un centre qui est spécialisé sur l'attention des élèves. Et il dit, un élève est toujours attentif. Et il rajoute, à quelque chose. Et je pense que là, on a déjà un excellent morceau de réponse. C'est que si un élève décroche,
c'est qu'il a trouvé un élément plus intéressant que ce que nous, on lui propose. Donc, ça peut être un copain de classe qui fait le clown, ça peut être une voiture qui passe dans la rue. Il y a plein d'éléments et donc notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de rendre notre fonction intéressante, rendre ce qu'on présente intéressant et ça c'est aussi précisé, j'ai une vidéo qui parle justement de l'attention en classe et de ce que l'enseignant peut faire pour que les élèves soient attentifs. Certaines fois, ils ne sont pas attentifs parce qu'ils ne savent pas à quoi ils doivent être attentifs. Alors, j'ai rencontré un certain nombre de profs, et je sais que moi je le fais, où de temps en temps, dans la journée ou dans la semaine, je leur dis, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est ça. Puis, au moins, c'est clair. Mais la plupart du temps, si on leur dit, faites attention, ça me fait penser à quand on roule en voiture, et puis la personne qui est à côté de cela, il dit, fais attention, ou attention, on ne sait pas à quoi. Tandis que si c'était, il y a une voiture qui vient à gauche, ce serait plus efficace. Et je pense qu'avec nos élèves, on a certaines fois cette erreur-là, on commet cette erreur-là, c'est on leur dit « soyez attentifs », on ne leur dit pas à quoi. Donc la première chose, c'est d'être clair et puis de définir une cible. Ensuite, et ça peut être notre travail aussi, on peut avoir la cible qui est cachée dans la forêt, on en voit tout un petit bout tout au fond, et donc entre l'élève et la cible, il y a toute une série de distractions. Où la cible est en grand et on a éliminé tout ce qui pouvait la cacher et du coup c'est beaucoup plus facile de suivre la cible. Donc au niveau pédagogique, c'est de pouvoir être clair au niveau des élèves sur à quoi ils doivent faire attention, qu'est-ce qui est important pour l'activité maintenant, que ce soit une activité de groupe, que ce soit le fait dans un enseignement explicite d'écouter l'enseignant ou même sur une fiche, qu'est-ce qui est important parce que faire la fiche ne sert à rien si on ne sait pas pourquoi on le fait. Ah, je vois bien. Mais du coup, comment tu le fais concrètement en classe? C'est que tu le parles, tu le vois, tu le montres au projecteur, tu le dessines. Comment tu montres à l'élève sur quoi il doit se focaliser? Alors la première chose, et c'est ce que je dis à mes stagiaires, c'est que d'abord j'attends le silence et que tous les élèves me regardent. Parce que c'est, disons, des signes extérieurs qui vont plus ou moins prouver que les élèves sont attentifs à ce qui va se passer. Et puis après, c'est de leur dire, ça peut être quelque chose qu'on va faire au tableau, donc être explicite dans ce qu'on fait, et puis leur dire, est-ce que c'est une donnée, donc est-ce que c'est une information qu'ils doivent retenir, typiquement si c'était des dates en histoire, ou est-ce que c'est une manière de faire si on apprend la multiplication en colonnes, ou encore est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont devoir chercher, et donc je fais beaucoup de petits travaux de groupe, et ce qui est important là, c'est de leur donner bien sûr la démarche, mais de leur donner le produit final. Et ce qui va être important et ce qui va diriger leur attention, c'est qu'à la fin, on ait bien le produit final attendu, de préférence en passant par le cheminement qu'on a prévu. Au début, que tous les te regardent, ils soient attentifs, silencieux. Justement, j'allais venir. Comment se déroule ta classe? Si on commence par le début, les premières secondes, premières minutes, jusqu'à la fin, comment tu arrives à capter l'attention des élèves dès les premières secondes? Comment tu le fais? Ouais. Alors, j'ai l'avantage en tant qu'enseignant généraliste d'avoir mes élèves pendant des journées entières. Tu les connais bien, donc ils te connaissent. Donc, je les connais bien. J'ai pas à retisser le lien à chaque changement de période. Donc, j'ai une organisation qui est plutôt une organisation sur la journée avec beaucoup de routines. Là aussi, sur la chaîne YouTube, je parle de pourquoi des routines et puis je donne une dizaine d'exemples de ce que je fais. Typiquement, le matin, les élèves arrivent. Alors, en début de cycle, je me tiens à la porte et puis ils viennent, on se dit bonjour, on a un rituel pour ça. Ah, sorry, j'ai Siri qui s'est mis en marche. Pas de souci. Ça arrive. Et puis, ils ont un rituel de début. Parce qu'on sait tous qu'en début de journée, ils ont des choses à nous dire, ils peuvent avoir des choses à nous rendre. Donc moi, j'ai de l'administratif que je dois faire avec eux, que je ne peux pas faire quand ils ne sont pas là. Et puis, ils ne vont pas juste m'attendre. Donc on a un rituel de temps calme en début de matinée qui se termine par une musique. Et maintenant, ça fait 4 ans que quand la musique est finie, on a rendez-vous au coin rassemblement. Donc, tu as mis en place ces rituels, donc tu accueilles les élèves les uns après les autres. Bon, oui, toi, tu as une dynamique tout au long de la journée, donc c'est différent d'un enseignant, par exemple, de sciences qui voit ses élèves 2 heures par semaine, donc c'est pas le même rythme. Hein.
Donc tu commences ton cours et tu donnes les premières consignes et puis au bout de 10-15 minutes, tu vois qu'il y a les premiers élèves qui commencent un peu à discuter et tu te rends compte que c'est pas, ils discutent pas du cours, on le reconnaît assez facilement. Et comment il y en a 2-3 qui se lèvent, qui commencent à faire autre chose. Comment tu arrives à relancer leur attention, à les recentrer sur le cours? Est-ce que tu changes d'activité? Est-ce que tu leur dis on se concentre? Quelles sont tes techniques? Ouais. Alors pour moi, il y a 3 éléments principaux. Le premier élément, ça va être la dynamique de classe qui est instaurée et qui est organisée petit à petit. Alors mes élèves sont plus jeunes, donc j'en ai quasi pas qui se lèvent comme ça pour rien. Même si dans mon système de classe, en fait, il y a énormément de choses pour lesquelles ils doivent se lever, aller chercher leur cahier, aller chercher leurs feuilles et tout ça. Ils ont quasi rien avec eux parce que on sait que s'ils bougent, ça leur fait du bien. Donc autant qu'ils bougent pour des bonnes choses. Donc mais des élèves qui se promènent, on va dire, dans un cadre de cours standard, ça arrive quasi pas. Par contre, des élèves qui sortent de la tâche, ça peut arriver. Et donc, il y a 2 éléments. La première chose, ça va être de leur faire des remarques orales pour qu'ils se remettent dans la tâche. Ça peut être aussi de manière ponctuelle de les déplacer ou de les mettre plus près du bureau, juste pour un moment pour qu'ils se remettent dedans, parce que là on est vraiment dans des situations où c'est 1 ou 2 élèves. C'est pas un problème que la classe a atteint quelque part son temps d'attention globale. Et puis j'essaye que les activités durent pas longtemps. J'ai un système pour demander à l'intelligence artificielle de me donner des idées pour mes cours. Je lui demande de me préparer des séquences de 20 minutes. Je peux très bien en mettre 2, mais ça veut dire que les cours changent assez régulièrement. Et puis, une autre chose que je fais, c'est que j'essaye d'avoir pour un certain type d'apprentissage des routines où en fait l'élève sait exactement ce qui va se passer, ce qu'il va devoir faire. Et c'est plus ça qui est important, mais c'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre. Que ce soit en conjugaison avec des ceintures de compétences ou que ce soit par exemple en apprentissage pratique de l'orthographe et de la conjugaison, ils doivent écrire des phrases, le thème change, mais en fait le parcours qu'ils vont utiliser pour auto-corriger leurs phrases le plus possible, ça reste toujours le même. Et donc quand les élèves savent comment ça marche, il y a peu de chances qu'ils prennent des sorties qui sont pas prévues. Mais bien sûr, ça ne doit pas durer longtemps, et vu que mes élèves sont plus jeunes que les tiens, la durée est aussi plus courte. Et toi, tu fais comment avec les tiens? Mais en fait, je te rejoins pas mal. Alors oui, j'ai des adolescents. Après, la différence, c'est que, moi j'enseignais en Suisse avant, maintenant j'enseigne en Colombie, et mes élèves, ils ont 40 heures de cours par semaine. Donc, ils ont des journées infinies. On commence les cours à 7h10, donc pour des adolescents, c'est très tôt. En plus, ils viennent en bus. On est à Bogota, le trafic il est très dense. Donc, c'est normal ici de se lever à 4h30 du matin pour venir à l'école. Et puis après, à 3h, à 15h, ils finissent les cours. Ils enchaînent avec l'appui, puis l'entraînement sportif. Ils vont jouer au foot contre les autres écoles privées de Bogota. Après, ils ont encore le prof privé à la maison. Enfin, voilà, ils ont des journées qui sont infinies. Je ne sais pas comment ils font. Donc, contrairement à la Suisse où j'étais très exigeant, où chaque minute compte, il faut vraiment rentabiliser le temps d'enseignement. Ici, je suis beaucoup plus relax et j'ai l'impression que je rejoins la capacité d'attention de tes élèves. Même si mes élèves, ils ont 14-15 ans, par cette densité de cours, je fais un peu la même chose que toi. J'essaye chaque 20 minutes de changer d'activité, changer de rythme. Par exemple, pendant 15 minutes, je fais un cours classique sur le réchauffement climatique, j'ai mon projecteur, ils prennent des notes, je fais mon diaporama. Puis après, ensuite, pendant 15-20 minutes, c'est exercice individuel où ils travaillent chacun leur place. Puis après, les 15-20 minutes à la fin, j'ai un système pour faire des groupes aléatoires où ils se mettent par 2 et puis ils font encore une autre activité par 2. Donc j'essaie chaque 15-20 minutes de changer d'activité comme toi, même si mes élèves, ils sont plus âgés, quoi. Ouais. Et puis, par rapport toujours à l'attention des élèves, est-ce qu'il y a des activités ou des formats d'activités qui marchent mieux que d'autres que tu conseillerais à nos auditeurs et ceux qui nous regardent? Ouais, je vais mettre des ingrédients. D'accord. Et puis après, on peut les combiner pour faire différentes activités. Le fait que les élèves doivent nous prouver quelque chose, typiquement comme dans les ceintures, alors c'est pas qu'on croit pas qu'ils soient capables, mais où ils ont un peu ce défi de nous prouver qu'ils ont compris quelque chose plutôt qu'ils ont fait l'affiche, puisqu'on est sur le fait d'acquérir une compétence et pas sur le fait d'avoir écrit des réponses. Ça, c'est un élément, on va dire, plutôt global qui va les motiver.
au niveau des activités. Alors j'ai des stagiaires, donc c'est excellent parce que je vois comment eux font et puis ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Et donc ça me permet, en étant sur le côté juste observateur, de dire ah ouais, là il manquait ça, là il manquait ça. Alors que si moi je faisais la même activité, je m'en serais peut-être pas rendu compte. Donc les ingrédients qui marchent bien, c'est quand on fait par exemple une correction collective ou un apprentissage en collectif, c'est plutôt d'interroger les élèves qui lèvent la main, c'est-à-dire toujours les mêmes. Déjà, j'ai pris l'habitude d'interroger aussi les élèves qui ne lèvent pas la main. Alors, la première fois, ils répondent « Oui, mais monsieur, je n'ai pas levé la main, vous ne pouvez pas m'interroger. » Je dis « Monsieur, moi, j'interroge tout le monde. » Voilà, c'est la petite boutade. Mais l'autre truc qui marche super bien, c'est d'avoir des petites cartes avec tous les prénoms des élèves. On les mélange et puis on fait des petites questions avec des réponses très rapides. Et donc on change très vite et vu qu'ils savent jamais qui va être le suivant, ils sont obligés d'être attentifs. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça pendant une demi-heure, mais j'ai un système de correction de dictée où quand on s'entraîne sur la mise en pratique de difficultés et de mots de vocabulaire dans ce qu'on appelle les dictées flash, là aussi il y a une vidéo qui en parle, en fait, corriger une dictée tous ensemble, c'est pas forcément intéressant, mais le fait que tout le monde amène sa petite pierre et doit chaque fois, on a quelque part ritualisé la chose, ils vont dire, typiquement, on regarde l'accord des groupes nominaux. Donc dans cette phrase, le groupe nominal, c'est les élèves attentifs. C'est du masculin pluriel. Les, c'est bien pluriel. Élève, il manque le S. Attentif, il manque le S. Donc ça prend 15 secondes. C'est un élève qui fait. Après, on passe à l'étape suivante. C'est la conjugaison. Le verbe conjugué, c'est tel et tel. Le sujet du verbe, pour pouvoir accorder, c'est justement les élèves attentifs. Et est-ce que c'est bien accordé? Oui, parce que les élèves attentifs, c'est il au pluriel. Et on a bien le ENT. Et donc, on a des petites choses qu'on fait tellement souvent. Ils le font, je pense, 200 fois sur le cycle. Donc, c'est la force de la routine. C'est que même si tu n'as pas envie de l'apprendre, quand on te dit 200 fois la même chose, tu vas quand même le retenir. Ils le retiennent, ouais. Et puis, ils doivent participer. Et alors, bien sûr, début de 5e, c'est plus long, etc. Mais là, je suis en fin de cycle, donc ça fait bientôt 2 ans que je les ai. Je dirais, c'est à la mitraillette, c'est tac, 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 tac. J'ai même pas besoin de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils savent que l'étape d'après, l'étape est ritualisée aussi. Et puis, ça va très, très bien. Donc ça, c'est un élément qui fait qu'ils vont être attentifs. C'est court, mais il doit y avoir du rythme. Si le prof commence à faire des commentaires à chaque étape, on perd le rythme et donc il perd le fil. Ouais. Pardon, je te rejoins par rapport au tirage au sort des élèves. Hein. En effet, quand on pose une question, il y a toujours les 3 ou 4 mêmes qui lèvent la main. Et toi, tu fais avec des petites cartes. Moi, j'ai un système, c'est une page internet qui s'appelle flippity.net, je crois. Et puis, c'est une sorte de roulette. Donc, il y a tous les noms qui sont préenregistrés, qui s'est projeté de nouveau à l'écran. J'appuie sur un bouton, ça tourne, c'est à toi. Et puis, comme ça, en fait, ils sont obligés d'être attentifs parce qu'ils ne savent pas si ça va tomber sur eux ou pas. Donc, ça, je pense que c'est une bonne technique. Effectivement, et puis tu n'as même pas besoin de dire le nom. C'est encore un truc en moins à faire. C'est encore mieux, ouais. Le nom, il affiche en grand, donc il ne peut pas le rater, quoi. Ouais. Et puis, est-ce que tu as un... Bon, tu me l'as un peu donné avec la dictée, mais est-ce que tu as un exemple concret d'une activité qui fonctionne particulièrement bien pour que les élèves soient attentifs? Alors, j'ai des ceintures de compétences où ça fonctionne bien. Là, en fait, c'est ma stagiaire qui l'a faite, mais c'était nickel. C'était de l'entraînement en fait très technique. C'est la multiplication en colonne avec au moins 2 chiffres au multiplicateur. Et on a eu un silence incroyable dans la classe, alors que c'était 11h15, 11h20, donc plutôt en fin de matinée. Avant de manger, ouais. Mais ils avaient bien revu, et puis ils étaient... Moi, j'ai pris comme ça. Alors, elle avait bien cadré sa classe aussi. Voilà, il y avait moins cette possibilité de dire « Ouais, j'ai pas envie, je vais discuter avec mon voisin », parce qu'elle avait fait 2-3 remarques, et puis bien gérer les choses. Et puis, ils avaient une série d'activités plutôt genre plan de travail. Et puis, ils y ont été, alors certains plus vite que d'autres, mais disons qu'ils ont bien avancé et puis du coup progressé dans l'apprentissage, qui pouvait être visible parce que c'est des exercices concrets. Et puis certaines fois, on dit, ouais, mais les fiches, il faut pas en faire ou pas trop en faire. Il y a des moments où c'est utile et où les élèves peuvent s'impliquer et s'appliquer à les faire correctement. Excellent. Moi, j'ai remarqué aussi, j'essaie d'adapter un maximum en fonction du moment de la journée. Toi, tu dis avant midi, on a tous nos vendredis après-midi aussi qui peuvent parfois être un peu longs. Il ne faut peut-être pas introduire à ce moment-là de nouvelles notions. Après, de nouveau, ça dépend du type de cours qu'on a parce que le prof de, je sais pas
exemple de nouveau de sciences qui a que 2 heures le vendredi après-midi avec ses élèves, au bout d'un moment, il peut pas faire que le show pendant 1h30, il doit quand même avancer dans la matière. Mais j'essaye un maximum d'avancer aussi par pédagogie par projet. Et je trouve que pour engager les élèves, c'est quelque chose qui marche super bien. Oui. Par exemple, en géographie, on étudie la géographie urbaine, et puis ils ont dû faire la maquette d'une ville durable, donc par groupe de 3 ou 4, donc ils amènent du matériel en classe, ils construisent, c'est animé, c'est par atelier. Donc je trouve que les élèves qui sont assez parfois discrets en classe, qui ne lèvent quasiment jamais la main, on les voit sous une autre personnalité, ils se révèlent différemment. D'un coup, ils commencent à prendre le lead pour un projet de groupe, et puis ça permet de montrer leurs compétences de manière différente, quoi. Donc, travailler par projet, leur dire, voilà, vous avez 3 semaines pour rendre ça, je vous donne 3 ou 4 vendredis d'après-midi pour faire ça, voici les consignes, ça c'est l'objectif. Moi, je suis là pas comme animateur, mais comme soutien sur des questions, mais vous êtes indépendant, autonome, et ça c'est quelque chose qui marche vraiment, vraiment bien pour l'engagement des élèves, quoi. Je ne sais pas si tu le fais aussi, toi. Alors, je suis un peu moins projet. J'avais une directrice d'école normale qui disait la meilleure pédagogie, c'est celle qui vous convient à vous d'abord. Donc, les projets, j'ai énormément évolué là-dessus sur ma carrière. Les projets, oui, j'en ai quelques-uns, mais disons que ce n'est pas les choses avec lesquelles je me sens le plus à l'aise. Et heureusement, ils ont d'autres collègues qui sont à fond dans les projets, donc ça fait un équilibre aussi là-dessus. Ouais. Ok. Et puis, pour conclure, si tu pouvais... toi, c'est parfait, tu as des stagiaires, donc tu formes des enseignants, tu as l'habitude de parler à des adultes. On imagine un professeur qui est face à des élèves qui sont passifs, qui ne lèvent pas la main, qui sont peu engagés, peu attentifs. Quel conseil tu donnerais à ce professeur pour conclure cet entretien? Ouais. Sur un moment précis, c'est de les faire bouger. Typiquement, une des techniques qui étaient enseignées à l'HEP pour des élèves qui étaient un peu turbulents ou à qui on faisait souvent les mêmes remarques, c'était en fait de les faire se lever pendant un moment derrière leur chaise. Alors, le but, c'est pas du tout de les stigmatiser, mais c'est que tant qu'on leur fait une remarque et qu'ils restent dans leur confort, c'est-à-dire installés dans leur chaise ou mal assis dans leur chaise, mais disons qu'ils changent pas de posture, en fait, dans leur tête, il n'y a rien qui change. À partir du moment où ils se lèvent, juste le fait de se mettre debout, mais quelque part, ils quittent leur position et ça leur permet aussi, à l'intérieur de leur tête, de reprendre une meilleure position. Donc ça, c'est juste un truc tout bête et ça peut être pour le groupe classe. Je vois que là, vous êtes un peu apathique. Mais écoutez, levez-vous, tournez-vous 5 fois sur vous-même, levez les bras, faites un petit peu de gym. C'est ce qu'on appelle les pauses actives. Et ça peut aider aussi si on est sur, disons, un moment de journée ou sur une étape. Bien sûr que ça ne va pas motiver l'élève pour tous les cours pendant toute l'année. Là, on est sur du ponctuel. Après, et je pense plus les élèves sont grands, plus ça peut être intéressant, ça va être de les défier. Les défier, de quelle manière? Alors, par exemple, en leur proposant... Je donne un exemple que ma stagiaire va faire la semaine prochaine pour les multiplications en colonne. On a vu les multiplications en colonne avec un chiffre et 2 chiffres multiplicateurs. Sa prochaine tâche, ça va être de généraliser le fait que chaque fois qu'on se décale vers la gauche avec un chiffre, donc d'abord on a les unités, on met pas de 0. Ensuite, quand on a le dizaine, en fait on calcule en dizaines, donc on met 0 pour les unités. Quand on aura les centaines, on devra mettre 2 zéros. Et là, ce que je lui ai dit, écoute, tu fais une multiplication du genre 4 chiffres par 4 chiffres. Donc clairement, ils n'ont pas appris, mais ils pourraient éventuellement généraliser une méthode qu'ils ont apprise pour y arriver. Alors, il faut que le décalage, on parle de zone proximale de développement, ce qui est assez compliqué sur une classe entière, parce que bien sûr, tout le monde n'est pas au même niveau. Stade, ouais. Mais Vygotsky, c'est juste. Hein. Pardon? Vygotsky, c'est juste? Ouais, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. C'est lui qui a fait avec ses petites souris. Théorie. Ouais. On peut mettre ça en place, et donc le fait de titiller les élèves en leur disant, mais est-ce que ça, vous êtes capable de faire? Est-ce que vous allez réussir? Et puis, c'est l'apprentissage. Donc, ceux qui échouent, c'est pas juste vous avez échoué, tant pis pour vous. À la fin de l'apprentissage, tout le monde sera capable de le faire parce que c'est vraiment ce qu'on va enseigner. Donc le fait d'avoir des défis, ça peut être une manière de faire. Une autre manière d'investir les choses, c'est ce que j'appelle la pyramide. Alors c'est pas moi qui ai trouvé ce nom-là, mais c'est en fait de poser une question à laquelle l'élève va devoir réfléchir tout seul.
Et puis après, il va mettre en commun avec 2, 3, 4 copains. Et puis après, ces petits groupes, on va faire une mise en commun avec tout le monde. Alors pourquoi je commence par l'élève seul plutôt que par le groupe? Parce qu'on sait très bien que si on commence par le groupe, le meneur va dire quelque chose, éventuellement un autre élève va dire quelque chose, et il y en a un ou deux qui diront rien. Tandis que si on a commencé tout seul, on sait déjà, on va devoir intervenir, on a déjà réfléchi à sa question sans avoir la super idée du premier de classe ou de celui qui parle tout le temps. C'est marrant, j'ai découvert cette technique de la pyramide il n'y a pas longtemps. Et je l'ai appliquée pendant un cours de français. Je dis voilà, je ne sais plus ce que j'ai mis comme question au tableau. Et puis, d'abord, vous répondez à la question de manière individuelle de votre cahier. Vous essayez de trouver la réponse comme vous pouvez. J'ai mis un petit chronomètre de 2-3 minutes. Ensuite, par deux. Et puis après, de manière collective, toute la classe. Et puis, on récoltait les réponses. Donc, comme tu dis, en pyramide. J'ai découvert ça effectivement, ça permet à la fin d'avoir tout le monde. De toute façon, et puis de pouvoir, nous, quelque part, synthétiser que les réponses sont correctes sur la question qu'on a donnée, et souvent, de pouvoir institutionnaliser, parce que la question, c'était pas juste une question à discuter, c'était pas une question politique, c'était de trouver une règle ou quelque chose. Donc, il y a ce temps d'institutionnalisation, mais les élèves sont vraiment partie prenante dans le processus. Excellent. Bon, merci beaucoup, Michael, pour ton temps. Je vais te laisser vaquer tes occupations en Suisse. C'est le week-end. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je rappelle qu'on peut te retrouver sur enseigner.org. Sur tes réseaux. Et puis, au plaisir de reparler ensemble pour développer d'autres sujets. Et ton site à toi? C'est prof-dom.com. Donc, c'est la gestion de classe au secondaire, spécialement. Super. C'est bien, ça va pouvoir... j'ai un certain nombre de collègues plutôt secondaires qui s'abonnent et tout ça. Donc, ça va être intéressant aussi de pouvoir faire le lien. Et puis, ils trouveront peut-être des idées qui correspondent un peu plus à leurs élèves, on va dire. Parce que la pédagogie, ça reste assez général. Et puis là, je sais que les derniers articles que tu as écrits, c'était tout à fait pertinent et c'est très pratique. Et je crois qu'on a besoin, à nos problèmes pratiques de classe, d'avoir des réponses qui soient pratiques et puis pas des grandes théories. Donc, je trouve ça très intéressant. Avec de vrais élèves, quoi. Très bien. Bon, merci beaucoup, Michael. À bientôt. Merci bien. Au revoir, Dominique.